À quoi ça sert l'éducation à l'image? Pourquoi, je vais prendre en note en même temps ce que vous pouvez proposer. Pourquoi on fait ça? Comment on pourrait résumer ou synthétiser ça? Hop. Comment, je sais pas, s'il y a des mots qui vous viennent ou des phrases, ou pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? C'est notre boulot quand même. C'est nos objectifs. Je peux vous dire ce que j'en pense, mais... Pardon? Ouais, voilà, quels sont les objectifs? Pardon? Ouais, ouais. Ah bah non, pour moi c'est de l'éducation artistique, c'est-à-dire c'est de l'art pour moi. Une question d'image, on appelle ça de l'image, l'éducation à l'image, mais c'est plutôt de l'éducation artistique. Alors après, effectivement, on est inondé par les images, quoi. Hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme... Comprendre l'image. Comprendre l'impact d'une image. Il faut comprendre une image. Réfléchir sur cette pratique. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi produire? Parce qu'en fait, on sait qu'elle ne sera pas vue. Enfin, le nombre de choses, on peut supposer qu'elle ne sera pas vue. On a appris à lire aux enfants et parce qu'à l'époque, voilà, le livre, c'était le moyen d'entrer dans des univers, de se documenter, d'être en relation, enfin voilà. Et là aujourd'hui, il faut bien qu'on apprenne aussi à l'image, voilà, dans ce qu'elle est, tout ce que vous avez dit avant, cette forme de langage, comme on a appris à parler aussi. Donc voilà, comme on est dans elle devient un langage en soi, elle est plus illustrative. Voilà, elle raconte des histoires, que ce soit des histoires personnelles ou sociales, enfin, etc. Donc il faut bien qu'on apprenne ça aux enfants. Qualifier les contenus. Ouais. C'est pas mal, oui. Pardon? C'est-à-dire? C'est-à-dire une image est plus juste texte, peut-être un texte, ou voilà, Hmm. un sous-titre. Pas mal, oui. C'est un mode d'expression, c'est aussi confronté à d'autres modes d'expression. Par là, l'écriture. Ouais. Je pense aussi comment on appréhende le monde qui nous entoure. Ouais, c'est-à-dire? Et comme vous disiez, quand on lit un livre, quand on voit une image, c'est aussi comment on perçoit le monde qui nous entoure, comment on le découvre. D'autres propositions? C'est pas mal, je suis assez d'accord. Je ferai un fichier PDF des petites choses que je fais, hein, c'est pour nous tous. Hein.
Question d'outils, juste avant d'entrer. Vous connaissez ces outils de mind mapping? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle du mind mapping. Et il y a divers outils, c'est pas mal pour faire des brainstorming et autres arborescences. Moi, je dirais aussi, pour ajouter quelque chose, dans le sens de comprendre une image, je dirais que voilà, comprendre une image, comprendre le langage, comprendre, on va dire, la grammaire audiovisuelle, du coup aussi comprendre le système de manipulation, hein, d'une certaine manière, comprendre que une image c'est une mise en scène, que c'est pas la réalité, etc. Je dirais dans les objectifs que malgré tout, et je suis tout à fait d'accord avec tout ça, si on formalisait les objectifs, moi si je synthétisais, ce serait l'éducation à l'image, ce serait éclairer des spectateurs, quoi. En gros, être moins dupe des images, être plus conscient de leur fonction, de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça vous va de dire ça, de dire que finalement l'objectif serait d'éclairer les spectateurs? Est-ce que ça vous sied comme objectif d'éducation à l'image, comme synthèse? Ça vous va? Voilà. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, au départ, je suis tout à fait d'accord avec vous, au départ, l'éducation à l'image avait pour fonction d'éclairer les spectateurs, parce qu'on était spectateurs des images. Avant, justement, 2005, avant YouTube et les téléphones portables, on était juste spectateurs des images. Et du coup, et pour en arriver aux producteurs, dans le cadre des ateliers de pratique artistique, comment on fait pour éclairer un spectateur, si j'ose dire? Si on va faire un film à des gens, donc trouver l'idée, écrire un scénario, réunir les acteurs, faire le repérage, faire le tournage, le montage, le mixage, enfin, toutes ces étapes qui font qu'à la fin on arrive à un film, et bien du coup ça fait que on comprend tout ce qu'il y a derrière finalement les images, toute la mécanique qu'il y a derrière les images, et du coup en tant que spectateur on sera beaucoup plus éclairé. Et je crois que dans la pédagogie, si vous voulez, pour apprendre quelque chose, il faut traverser une expérience et l'apprendre par soi-même. Et je crois que c'est ça la grande vertu des ateliers de pratique. C'est que c'est à travers une expérience, finalement, que je vais me forger mes propres idées, que je vais, on va dire, m'éduquer moi-même. Et que finalement, la pédagogie, c'est plutôt produire un cadre à l'intérieur duquel les personnes vont vivre une expérience, et à travers cette expérience, ils vont se forger leurs propres connaissances à leur façon. Ce qu'on acquiert dans ce type de dispositif, c'est vraiment fort, c'est ancré. C'est pas si je dis quelque chose à quelqu'un, que je lui, dans on va dire la démarche classique de la position du maître et de l'élève, je dis des choses et l'autre doit les intégrer. Ça marche moyen, ça, hein, on le sait, et puis a fortiori aujourd'hui, ça marche moyen. C'est pour ça que dans la pédagogie, il y a beaucoup de pédagogie de projet, parce que à travers un projet, je vais vraiment moi-même acquérir par l'expérience mes connaissances. Hein. C'est plus profond. Je ne dis pas que ça sert à rien de parler aux autres, mais il y a diverses manières de le faire. Mais, comme vous dites très bien, aujourd'hui, les gens à qui on s'adresse, et notamment les adolescents, ils ne sont plus spectateurs des images, ils sont spectateurs des images, mais ils sont aussi producteurs des images qui circulent sur les réseaux, etc. Du coup, l'objectif de l'éducation à l'image, qui était d'éclairer des spectateurs, aujourd'hui a changé. Il s'agit d'éclairer des gens qui sont producteurs d'images. Et ça, il me semble que c'est très important, parce que avant, lorsque nous étions juste spectateurs des images, eh bien, ceux qui avaient le pouvoir de rendre public quelque chose, les professionnels finalement du cinéma et de la télévision, ils avaient accès aux canaux de diffusion, eh bien, ils passaient par toute une formation déontologique, notamment de qu'est-ce qu'on diffuse, c'est important une image, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, tout un chacun
est en capacité de rendre public quelque chose. Quand je mets une vidéo sur YouTube, même si seulement 10 personnes la voient, potentiellement le monde entier peut la voir. Et ça, c'est une immense responsabilité, on le sait tous. Et c'est là le grand paradoxe, c'est-à-dire que oui, il y a énormément d'images, mais ça n'enlève en rien l'importance extrême et la responsabilité extrême aussi de la diffusion d'une image. Parce qu'une image, et même un simple truc posté sur YouTube, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un, une image. Hein. On en a plein d'exemples. Ça peut porter gravement préjudice ou, à l'inverse, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un passe dans la rue et puis il voit comme il y a de temps en temps, je sais pas, une violence policière, alors hop, il va filmer, et puis tout à coup, ça va être pris dans un procès, et il va se passer des choses qui ne se seraient pas passées s'il n'y avait pas cette image, comme ça, preuve. Ou alors, ben c'est vrai que par exemple, je sais pas, on a appris beaucoup de choses sur la Birmanie, et qu'est-ce qui se passe en Birmanie, parce que des gens, avec leur téléphone portable, ont fait des vidéos, les ont transmises, et puis aujourd'hui, voilà, politiquement, on est informé quand même beaucoup par les images faites par les gens. Donc il y a beaucoup de vertus aussi hein, là-dedans, c'est pas que un problème. Mais en tout cas, il y a une immense responsabilité. Et nos publics, eh ben, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas fait des études de journalisme ou de cinéaste, etc. Je veux dire, ils sont... Voilà, ils arrivent, ils ont leur téléphone portable, et ils sont porteurs de cette immense responsabilité. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, vu le système médiatique et son fonctionnement, parce que non seulement ils sont porteurs de cette responsabilité, mais comme ils sont agents économiques du système, eh ben, on les pousse à faire. Parce que je peux vous dire que Google, par exemple, ils sont propriétaires de YouTube, mais Google, c'est eux aussi qui ont fabriqué le logiciel, le système d'exploitation qui équipe 80% des téléphones qui sont dans cette salle, qui s'appelle Android. Et du coup, pour activer le téléchargement d'appli dans Android, vous êtes obligé d'avoir une adresse email chez Google. Et dès lors que vous avez une adresse email chez Google, vous avez juste à cocher une case pour pouvoir, ou presque, pour pouvoir poster vos vidéos dans YouTube. C'est-à-dire que on nous pousse à faire. Mais la question de la responsabilité, de l'éthique, de la déontologie, c'est pas le problème de ces plateformes. Hein. Ils ont juste. C'est sûr que si vous filmez la place Tiananmen, bah c'est marrant, une semaine plus tard, elle sera plus en ligne, votre vidéo, parce qu'ils n'ont pas envie trop d'avoir... C'est compliqué avec la Chine, pour eux. Donc, il me semble que l'éducation à l'image, aujourd'hui, avec le numérique, elle est encore plus importante qu'hier, lorsque nous n'étions que spectateurs des images. Et du coup, bah, notamment, comme vous disiez très bien, dans le système scolaire, je veux dire, on devrait apprendre à écrire les images, à lire et à écrire les images, comme on apprend à lire et à écrire les mots. Mais alors, ça, si vous voulez, ok, je dis ça, mais qu'est-ce qu'on fait dans les pratiques concrètement? C'est bien gentil de dire ça, mais comment on en tient compte et qu'est-ce qu'on va proposer comme pratique éventuellement différente de ce qu'on faisait traditionnellement? Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit au début, il ne s'agit pas de remettre en question toutes les expériences qui sont les nôtres, mais je pense qu'il y a des choses à rajouter qui sont complémentaires. Et notamment sur quelque chose qui n'est pas à remettre en question, comme tu disais, c'est la question du rapport à l'œuvre, et de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre et qu'est-ce que c'est que la rencontre avec le fait artistique. Ça, je crois que c'est important, parce que là, il y a une puissance qui est sans commune mesure avec l'image à la fois industrielle et puis l'image amateur quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire attendez, je regarde juste. Ouais. L'exemple que je prenais tout à l'heure de on fait toute la chaîne de fabrication comme ça d'un film, et puis le but de l'atelier de pratique artistique, c'était d'avoir fait un film. On a appris plein de choses, on est conscient de plein de choses. Oui, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un enjeu très important sur la question de la diffusion. J'en ai beaucoup parlé. Le fait que tout un chacun puisse rendre public quelque chose, c'est ça le truc nouveau, en fait. Donc je crois que c'est à cet endroit-là qu'on a peut-être des actions à produire et qui sont, à mon sens, hein, dans mes pratiques, parce que chacun a ses pratiques, et je crois que justement c'est important de partager les pratiques. Moi j'ai les miennes, voilà.
il me semble qu'un atelier de pratique artistique, il faut continuer à faire ça, parce qu'il y a la dimension de l'expression, de la construction d'un message, etc., doit aller jusqu'à la diffusion. Mais comment? Eh bien, tout simplement, si vous avez un groupe et vous faites faire des films, alors vous allez me dire, ce que je vais vous raconter là, certains d'entre vous le font déjà depuis longtemps, mais bon, eh bien, on va aller jusqu'à, avec les participants, l'organisation de la projection. C'est-à-dire, mais c'est eux qui organisent, pour moi c'est tout à fait important, eh bien on va organiser, c'est-à-dire que l'atelier c'est plus juste faire le film, c'est faire le film et faire une projection du film. Ça fait partie de l'atelier, c'est pas, ah ben le film il est chouette, ah ben tiens on va organiser une projection après. Non, pour moi c'est intrinsèquement dans l'atelier, il faut que la projection soit prévue. Parce que si au début de l'atelier, vous savez que des gens vont le voir à une date donnée, etc., qui fait partie du dispositif, vous n'allez pas faire le même film. Parce que du coup, il y a une responsabilité. Ou si vous savez, parce que ça fait partie de l'atelier, que le film qu'on va faire aujourd'hui, il va être diffusé sur Internet. Et ben, du coup, on va se poser les questions autrement. Ah oui, mais alors le droit à l'image, etc., etc. Donc on va penser les choses autrement, c'est-à-dire que inscrire la réalité de la diffusion, que ce soit sur Internet ou pas, je vais vous en dire un petit peu plus sur la diffusion, ça fait qu'on va penser les films autrement et on va en amont penser au fait qu'ils vont être vus et du coup à l'impact potentiel de l'image, à la responsabilité qu'on a, etc. Organiser une projection, faire l'affiche, en parler autour de soi, réfléchir à comment, donc par les jeunes, hein, comment on va parler, comment on va présenter les films, préparer techniquement, si la salle elle est pas super, je sais pas, faire le noir dans la salle, faire en sorte que le son soit de bonne qualité. Vous voyez, toute l'organisation de ça, toute cette espèce de dispositif comme ça, qui soit de communication, qui soit technique, etc., pour montrer les images, pour accueillir finalement des gens qui vont venir voir les images, faire les gâteaux, enfin tout ça. Organiser peut-être la salle, peut-être c'est dans une salle de classe qu'on va bouger pour la transformer en une salle de cinéma. Enfin, vous voyez, toute cette démarche-là fait que le moment venu, quand des spectateurs s'asseyent dans la salle, même si c'est les parents, les amis, les profs, etc., quand des spectateurs s'asseyent dans la salle, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que la lumière s'éteint et que c'est votre film qui va passer, mais je peux vous dire que là, c'est la peur de votre vie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... voilà, c'est hyper important. Et tout à coup, avec tout ce système-là, on a dit les images sont importantes. Et on le vit, je veux dire, on le vit dans son corps, on le vit dans ses émotions, chacun. Et après, bah, les films passent. Évidemment, si on a produit, quelle que soit la qualité, on va dire selon divers critères du film, bah, les gens qui sont là, ils sont contents d'être là. Il y a une bienveillance évidente hein, dans ce type de dispositif. Et du coup, bah, les gens sont très contents de voir le film, etc. Et du coup, le fait que j'ai fait un film, que des gens l'aient vu, que ça a été incarné, que ça a été vécu dans un collectif, non seulement bah, plus j'ai mis de l'attention à faire mon film en termes artistiques, en termes créatifs, et plus je me rends compte que ça touche les personnes, que les gens réagissent, rient, ou font des réactions après, etc. Donc on voit que le travail que je fais artistique, il a de l'impact, il a de l'importance, mais en plus, ça me donne une vraie fonction sociale. Et notamment quand on est ado, les adolescents ont toujours été stigmatisés hein, dans la société parce qu'ils sont en révolte et tout ça. C'est un moment particulier de la vie. Et du coup, mais c'est très stigmatisé aujourd'hui l'adolescence. En plus, on est dans un univers où il y a beaucoup de jeunes gens bon, qui sont issus de l'immigration, etc. Et qui du coup, dans leur radicalisme qui fait partie hein, de la phase de l'adolescence, hein, d'être radical, de s'opposer, etc. C'est tout à fait, ça fait partie de la construction de la vie de chacun. Bah, aujourd'hui, c'est jugé, c'est complètement, ça fait peur, ça veut dire qu'ils vont partir en Syrie, etc. Enfin, il y a une stigmatisation très forte hein, des adolescents, et du coup, c'est difficile de trouver sa place en tant qu'adolescent. Dans ce dispositif-là, et bien du coup, tout à coup, avoir créé quelque chose
eh bien, ça donne une place sociale, en fait. C'est-à-dire que mon petit film, il a existé dans le collectif, il a, en réalité, apporté des choses aux spectateurs qui l'ont vu. En réalité, on n'a pas fait semblant. Les gens, ils l'ont vu, ils l'ont reçu, ils ont vécu des choses, etc. Et du coup, moi, comme je dis souvent, il y a une relation, en fait, assez forte entre créativité et citoyenneté, en fait, hein, dès lors qu'on opère le dispositif de diffusion avec les jeunes et que ce sont eux qui en sont vraiment auteurs de ce dispositif de diffusion. Donc si vous voulez, quand je parlais tout à l'heure du fait de traverser les expériences pour apprendre, je crois que parler par exemple de responsabilité des images, du droit à l'image, qu'on n'a pas le droit de filmer les gens s'ils ne sont pas d'accord, etc. Mais ça, bien sûr, il y a écrit des choses comme ça, plus ou moins dans la loi, parce qu'entre ce qui est écrit dans la loi et puis la jurisprudence, il y a vachement de différence en fait. Enfin, plus ou moins, il y a ça. Mais dans la réalité, je veux dire, quand on filme dans la rue, il y a plein de gens qui sont dans les images à qui on n'a jamais demandé, et ces images, elles circulent. Et je veux dire, dans la pratique, ça n'existe pas, en fait, toutes ces choses de droit à l'image, etc. C'est quand vous utilisez l'application Periscope, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'application Periscope, c'est marrant, vous mettez cette application dans votre téléphone, de même, il faut les deux avoir l'application, et en fait, vous mettez en route la caméra de votre téléphone, et du coup, vous apparaissez sur une carte de votre ville, et n'importe qui peut cliquer, c'est comme des webcams finalement, et voir l'image qui est faite en direct. Téléchargez cette application si vous voulez, c'est assez dingue, c'est-à-dire vous avez la ville et vous cliquez, et vous voyez des gens qui sont là, qui se filment, soit ils sont entre amis, soit ils sont seuls, et du coup on peut envoyer des petits commentaires écrits, et ils voient les commentaires écrits, ils répondent aux commentaires écrits, c'est très spécial, hein. Mais ça marche bien. Vous savez que les plus grosses audiences sur les plateformes de vidéos communautaires, ce qui est le plus regardé, ce sont les parties de jeux vidéo filmées, en fait. C'est ça qui est le plus regardé, hein, en termes de quantitatif. Les gens qui partagent leurs parties de jeux vidéo en direct ou en différé. Donc, si vous voulez, si on tient un discours, on va dire, un discours bien pensant, ce qu'on pense, sur la responsabilité, etc., ça va avoir du mal à passer parce que on est un peu à côté des pratiques. Alors que si on propose une pratique différente et qui vive cette expérience, je peux vous dire que même si je mets une vidéo sur YouTube et qu'elle fait 10 000 vues, j'ai pas du tout l'émotion que j'ai s'il y a 20 personnes autour de moi et qu'on est dans le noir et qu'on voit le film. L'émotion, elle est très très forte et je vis là une expérience exceptionnelle. Donc d'une certaine manière, c'est assez traditionnel, ce dont je parle. C'est-à-dire que se remettre dans une salle de cinéma, regarder ensemble quelque chose, redonner de la valeur aux images, mais le faire en traversant l'expérience.